Bonjour et bienvenue à ce premier cours du MOOC sur le bien-être des animaux d'élevage. Et donc nous commencerons par le module Comprendre. Dans ce cours, je vais vous parler du contexte de l'attente sociétale pour le bien-être des animaux. Je vais vous présenter ce thème de l'attente sociétale en 4 parties. Dans un premier temps, nous verrons que les consommateurs se sentent très concernés par le bien-être des animaux d'élevage. Dans une deuxième partie, nous verrons les 2 grands facteurs qui peuvent expliquer les attentes des citoyens pour le bien-être des animaux. Dans une troisième partie, nous envisagerons les associations de protection animale qui ont un rôle important dans le débat et dans l'action. Et finalement, nous verrons que le bien-être animal est pris en compte de façon croissante par les acteurs institutionnels et aussi par les professionnels. Vous avez pu vous apercevoir que le bien-être des animaux d'élevage fait la une de tous les médias. Mais le plus souvent, c'est pour dénoncer les conditions d'élevage, de transport, d'abattage, voire remettre en question l'élevage lui-même. Cette visibilité médiatique répond à l'intérêt des citoyens pour le bien-être des animaux. C'est ce qui ressort d'un sondage européen sur l'attitude des consommateurs à l'égard du bien-être animal, qui est appelé en termes techniques l'Eurobaromètre spécial 442, et qui en est à sa 3e édition en 2015, la première édition datant de 2005. Que nous dit ce sondage? Eh bien, dans la question « Selon vous, dans quelle mesure est-ce important de protéger le bien-être des animaux d'élevage ?» Eh bien, 94% des citoyens européens pensent que la protection du bien-être des animaux d'élevage est importante et il en est à 98% en France. D'autre part, 82% pensent que les animaux d'élevage devraient être mieux protégés qu'ils ne le sont actuellement. Et pour la France, le taux de réponse atteint 88%. Donc vous voyez sur ce camembert, à l'extérieur, les taux de réponse de l'ensemble des habitants de l'Union européenne et au centre du camembert, le taux de réponse pour la France. Et en bleu clair et foncé, vous voyez le pourcentage des personnes interrogées qui répondent que le bien-être animal est très important ou plutôt important. Dans ce graphique, vous voyez ce qui est indiqué, c'est le consentement à payer, c'est-à-dire combien de citoyens déclarent prêts à payer plus pour le bien-être animal. Et il en est de 59% des citoyens européens et de 68% des citoyens français. Et ce consentement à payer, comme on l'appelle, et peut atteindre jusque 20% du prix des marchandises. Maintenant, si l'on se pose la question de comprendre pourquoi cette attente des citoyens s'exprime à l'heure actuelle, eh bien, on peut reconnaître au moins 2 grands facteurs. D'abord, la modification de la relation de l'homme à l'animal, et ensuite, dans un deuxième grand facteur, c'est l'évolution de l'élevage. Si on s'intéresse à la modification de la relation à l'animal, eh bien, il faut constater qu'au début du XXe siècle, 42% des travailleurs travaillaient dans l'agriculture et 59% de la population française vivait en milieu rural, d'où les contacts fréquents avec les animaux. Et l'approche des relations de l'homme à l'animal était une approche utilitaire et pragmatique, l'homme s'occupant des animaux et les animaux donnant en échange des produits, voire leur vie. C'est ce que Catherine et Raphaël Larère ont appelé le contrat domestique. À partir des années 50, il y a eu une modification très importante du mode de vie, si bien qu'en 2010, il ne restait plus que 3,3% des actifs qui travaillaient dans l'agriculture. Et 85% de la population française vit en milieu urbain. On a eu donc un renversement complet des relations entre
l'homme et les animaux, et en particulier les animaux d'élevage. Pour les consommateurs, on a eu une disparition complète de l'animal en tant que tel. À gauche, vous avez les linéaires de supermarché où les produits animaux sont présentés de façon totalement anonyme, et à droite, les produits qui rappellent les animaux sont maintenant complètement dévalorisés. Pour les citoyens, la seule référence est l'animal de compagnie, ou tout du moins la référence principale. Et les relations avec les autres animaux sont des relations qui sont virtuelles et idéalisées. En parallèle de l'évolution de la sociologie de la population française, on peut constater une forte évolution de l'élevage vers l'intensification et l'industrialisation. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se développe la zootechnie qui vise à maximiser la productivité des élevages. Par des artifices tels que la mécanisation, la densification, l'augmentation de la taille des troupeaux et un considérable appauvrissement du milieu de vie des animaux. Et n'oublions pas une sélection génétique intense. Par exemple, sur ce graphique, on a montré l'évolution de la productivité d'un certain nombre de productions animales entre 1965 et 1995. Et on voit qu'en l'espace de 30 ans, il y a eu un doublement de la vitesse de croissance des poulets de chair ou de la quantité de lait produite par les vaches Holstein, une augmentation de 50% de la vitesse de croissance chez les bovins ou les porcins et environ 25% d'augmentation de la production d'œufs par poule. Et ce thème de la sélection génétique vous sera exposé de façon plus détaillée dans le module amélioré. Outre ces deux facteurs principaux qui peuvent nous permettre de comprendre cette attente des citoyens pour le bien-être des animaux, on peut aussi invoquer d'autres facteurs comme la reconnaissance croissante de la sensibilité et de la conscience des animaux. Nous y reviendrons dans un autre cours de ce module. Mais aussi la montée des préoccupations à l'égard de la douleur, de la qualité de vie, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains. Et enfin, le contrôle croissant de l'État et de la loi sur la société civile. Dans la troisième partie, je vais vous donner quelques informations sur les associations de protection animale qui jouent un rôle important dans le débat et dans l'action pour le bien-être des animaux. Les mouvements associatifs de protection des animaux sont souvent classés en plusieurs catégories. La première étant les associations réformistes, qui visent à améliorer l'existence des animaux. Leur idéologie est basée sur des relations utilitaires entre l'homme et l'animal, avec des devoirs et des responsabilités des humains vis-à-vis des animaux. Ils prennent en compte l'expertise scientifique, ils ont une activité qui est légaliste, c'est-à-dire qu'ils collaborent avec les institutions, ils dialoguent avec les professionnels en valorisant les bonnes pratiques, et ils informent plutôt qu'ils ne dénoncent des situations. Leur motto pourrait être « manger moins de produits d'origine animale, mais de meilleure qualité », en valorisant les produits respectueux du bien-être animal à travers, par exemple, les labels. Une autre catégorie de mouvements associatifs sont les associations dites animalistes. Ces associations rejettent a priori toute exploitation des animaux. Leur considération morale est celle du droit des animaux. Ce sont des mouvements dits abolitionnistes, de libération animale, qui dévoilent les abus et ont une communication qui est très engagée. Leur entente est délicate avec les institutions, voire impossible avec les professionnels. Leur motto serait du végétarisme au véganisme, sachant que le véganisme est ce mode de vie consistant à ne consommer aucun produit
issus des animaux, de leur exploitation ou testés sur eux. On peut citer également les associations qui sont essentiellement dédiées au sauvetage des animaux en détresse. Toutes ces associations ont chacune pour leur part un rôle important dans le débat et dans l'action. Dans la quatrième partie, nous allons voir la mobilisation des acteurs. Et d'abord, les acteurs institutionnels. Il faut reconnaître le rôle important de la réglementation. Et pour ce qui concerne le bien-être animal, notre réglementation provient en grande partie des textes européens qui ont été produits depuis la fin des années 60, puis transcrits en droit français. Marie-Christine Menet-Salin vous fera dans ce module un cours complet sur cette question de la réglementation. Il ne suffit pas d'avoir une bonne réglementation, encore faut-il la mettre en œuvre sur le terrain. Et donc le ministère de l'Agriculture a publié sa stratégie de la France pour le bien-être des animaux 2016-2020 en mettant le bien-être animal au cœur d'une activité durable, ce qui montre bien l'importance de ce thème pour la production agricole. Dans cette stratégie du ministère de l'Agriculture, je ne mettrai en évidence qu'un seul point, le premier, qui est de partager le savoir et de promouvoir l'innovation. Dans ce but, a été mis en place en 2017 un centre national de référence pour le bien-être animal qui a pour objectif d'animer une plateforme de documentation et d'information, d'apporter une expertise scientifique et technique et enfin d'animer un centre de ressources dédié à la formation. À côté des acteurs institutionnels, les professionnels jouent également un rôle très important dans ce domaine du bien-être animal. Tous les professionnels mettent en œuvre maintenant des guides de bonnes pratiques, par exemple le guide des bonnes pratiques de protection animale à l'abattoir. Mais on retrouve également des commissions bien-être dans les filières animales et les syndicats, dans les coopératives, dans l'ordre et les groupements techniques vétérinaires, par exemple. Enfin, on peut mettre en évidence des démarches qualité de toute la chaîne agroalimentaire. À ce sujet, je vous montre simplement le Business Benchmark on Farm Animal Welfare. Donc, en économie, le benchmarking est la confection d'un référentiel pour mesurer diverses performances, ici le bien-être animal. Et donc ce référentiel est publié chaque année. Il décrit comment les entreprises globales du secteur alimentaire gèrent la question du bien-être des animaux d'élevage et rapportent sur ce thème. Et il évalue en plus les progrès accomplis depuis le premier rapport de l'indice de référence en 2012. Donc ce benchmark nous permet de suivre en fait l'évolution de la prise en compte du bien-être animal par les professionnels de la filière agroalimentaire. Pour conclure, donc on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans la question du bien-être des animaux d'élevage, et pas seulement les éleveurs eux-mêmes, mais également le citoyen consommateur qui, à travers les associations, agit au niveau des acteurs institutionnels et également sur la production, la transformation et la commercialisation des produits d'origine animale. Qu'est-ce que nous avons vu dans le cours aujourd'hui? Quels sont les points les plus importants? Eh bien, d'abord, les citoyens se sentent très concernés par le bien-être des animaux d'élevage. Mais il faut que cet intérêt se manifeste dans l'acte d'achat lorsque le citoyen devient consommateur. Deux principaux facteurs peuvent expliquer les attentes des citoyens pour le bien-être des animaux. C'est la modification de la relation à l'animal et l'évolution de l'élevage lui-même. Les associations de protection animale jouent un rôle important dans le débat et dans l'action. Elles relaient l'intérêt des citoyens pour le bien-être des animaux. Et enfin, le bien-être animal est pris en compte de façon croissante par les acteurs professionnels, par les acteurs institutionnels et par les professionnels eux-mêmes.
Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous donc pour le prochain cours sur l'historique du bien-être des animaux.